Bien, merci à tous d'être ici et d'être encore là. Donc après les constitutions des publics à travers la publicité, on va maintenant parler d'actualité et politisation. Et je suis très heureuse d'être ici à cette table avec mes collègues. Donc je vais présenter tout d'abord Marion Bretéché, qui est maîtresse de conférences en histoire moderne à l'Université d'Orléans dans le laboratoire Pollen, et actuellement en délégation CNRS à l'EHESS au CRH Grill. Elle est spécialiste de l'histoire de la communication politique et des stratégies médiatiques des États européens au XVIIIe siècle. Et elle s'intéresse à la façon dont les médias ont façonné la politisation et l'espace public à l'époque des Lumières, en analysant l'histoire transnationale de la presse politique européenne en langue française imprimée et manuscrite au XVIIe et XVIIIe siècle. En particulier, elle s'intéresse aux journalistes et aux acteurs de l'imprimé politique, dont elle fait une histoire sociale et politique. En 2015, elle a publié chez Champvallon « Les Compagnons du Mercure, journalisme et politique dans l'Europe de Louis XIV ». Dans ses recherches, elle interroge la distinction entre l'information et la fausse information. Elle analyse, entre autres choses, l'émergence de la notion de transparence en politique. Et plus largement, elle pose la question de la place des médias dans l'action de gouverner au temps des Lumières. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Évidemment, je dois moi aussi remercier les organisateurs pour leur invitation. Je suis ravie vraiment de vous présenter ici une partie de mon travail. Alors, je ne vais pas ajouter ma pierre à la déploration météorologique de la journée, mais j'espère que ma voix va tenir jusqu'au bout de cette présentation et que vous pourrez m'entendre jusqu'au bout. Alors, en plus de ça, il m'incombe la lourde tâche de nous ramener à des thématiques moins ludiques, moins gourmandes. Je ne vous parlerai ni de comédienne, ni de jambon, ni de lard grillé, je suis désolée. Et cette présentation s'inscrit en fait dans une enquête plus vaste qui est consacrée à la médiatisation de la politique dans l'Europe des XVIIe et XVIIIe siècles. De manière à réfléchir à l'échelle européenne, la presse et les médias francophones se sont imposés à moi comme un observatoire particulièrement stimulant au vu de l'ampleur transnationale de leur diffusion, au vu de leur diversité et de la variété des États dans lesquels ils sont produits et avec lesquels ils interagissent localement. Très rapidement, il m'est apparu qu'à rebours de la conception habermasienne dont on a parlé ce matin, donc à rebours de la conception habermasienne de la sphère publique, le XVIIIe siècle ne correspond pas de façon continue et systématique à une autonomisation de la presse lorsqu'il s'agit d'informations politiques. Il m'a donc semblé qu'il fallait revenir aux pratiques et aux acteurs pour comprendre les relations qu'entretiennent la presse et les pouvoirs. C'est dans cette perspective que j'analyse les pratiques médiatiques des gouvernants, des journalistes, mais aussi des imprimeurs libraires et des lecteurs dans l'Europe des XVIIe et XVIIIe siècles, à partir des médias francophones, de manière à saisir ce que signifie agir politiquement par les médias au XVIIe et XVIIIe siècle. Je cherche aussi à savoir, par ailleurs, qui agit ? Que l'on détienne le pouvoir ou que l'on cherche à le conquérir ou à s'opposer à celui en place, ou plus simplement que l'on vive de la publication de la politique. Pour mener une telle enquête, on ne peut se contenter de travailler à partir des seuls médias, puisqu'ils ne constituent que l'aboutissement, d'ailleurs pas nécessairement réussi, d'un processus de médiatisation. C'est donc seulement en mobilisant une grande diversité de documents que l'on peut restituer la complexité des mécanismes de la publication de la politique au XVIIe et au XVIIIe siècle. Je souhaiterais aujourd'hui plus particulièrement travailler la figure de celui qui, dans notre esprit, est immédiatement associé à la médiatisation de la politique, bien entendu le journaliste. Le terme existe déjà à l'époque moderne, employé au XVIIe pour désigner seulement les auteurs des journaux, c'est-à-dire des revues érudites ou littéraires. Son usage, l'usage de ce terme journaliste, s'élargit dès le début du XVIIIe siècle pour également qualifier celui qui écrit des périodiques politiques. À cet égard, Jean Rousset-de-Missy, le voilà, s'impose dans les années 1720-1750 comme le plus prolifique, le plus lu et le plus connu des journalistes politiques francophones.
Sans doute aussi le premier dont la réputation connaît une telle envergure, bien avant Simon Linguet, pour ne citer que le plus important qui lui succédera et que vous connaissez sans doute. Contrairement sans doute à Jean Rousset-de-Missy. À partir de ce cas exemplaire, j'aimerais poser la question de savoir qui est le journaliste politique francophone des Lumières. Il ne s'agira pas tant de définir précisément les contours sociaux de cette activité, tâche irréaliste compte tenu de la diversité des profils, des pratiques et des pays concernés, mais plutôt de s'interroger sur la malléabilité et la porosité des frontières entre cette activité ou ces activités de journaliste et d'autres activités dont on ne sait pas toujours si elles relèvent ou non du journalisme. De cette manière, j'entends analyser ce qu'est le journaliste politique et comment il agit en tant que journaliste. Je souhaite réfléchir davantage sur la fonction professionnelle née des actions et des postures d'écriture de Rousset que sur son identité. De la sorte, on approchera également par un autre biais les interactions qu'entretiennent la presse et les pouvoirs politiques au XVIIIe siècle. Le terme de lumière n'est d'ailleurs pas employé dans mon titre comme un synonyme de XVIIIe siècle. Il s'agit bien d'interroger la figure du journaliste en relation avec le ou les mouvements des Lumières. Rousset s'y prête tout particulièrement car, comme vous allez le voir, il apparaît à plusieurs titres comme l'un de ces acteurs sociaux des Lumières. Alors qui est-il ? Rapidement, né en 1686 dans une famille protestante du nord-est de la France, Rousset a été enlevé par lettre de cachet et placé de force au collège du Plessis à Paris. Il s'enfuit de France à l'âge de 18 ans et à son arrivée en Hollande en 1704, s'engage dans les gardes des États généraux pour combattre les armées de Louis XIV durant la guerre de succession d'Espagne. En 1709, alors qu'il cesse son activité militaire, il fonde à La Haye un pensionnat. Durant les années 1710, tout en dirigeant son pensionnat, il côtoie le milieu de l'imprimerie et publie quelques ouvrages. C'est à la fin de cette décennie que sa trajectoire connaît une inflexion particulière lorsqu'en 1719, il se met à rédiger simultanément 2 hebdomadaires, La Quintessence des Nouvelles et Le Courrier politique et galant, et surtout lorsqu'en 1724, il devient le principal rédacteur du Mercure historique et politique, le mensuel politique le plus connu du temps, qui lui vaut une réputation internationale. À partir de cette date de 1724, Rousset ne vit plus que de sa capacité à publier l'information politique, au point d'en tirer des revenus largement suffisants pour en vivre, ce qui est assez exceptionnel à l'époque. Sa bibliographie, difficile à établir avec certitude du fait d'un anonymat bien maîtrisé, relève absolument tout le temps de ce que l'on appelle à l'époque les affaires du temps, c'est-à-dire l'actualité politique et plus largement l'histoire du temps présent européen. Entre 1714 et 1754, il multiplie les supports médiatiques, manuscrits à imprimer, périodiques ou non, et ainsi les publics visés. On peut lui attribuer plus d'une vingtaine de titres, Histoire, essais politiques, compilations diplomatiques, mais aussi 11 périodiques qu'il rédige quasiment seul, et plus d'une dizaine d'éditions ou de traductions de textes. Sans oublier ses lettres de nouvelles qu'il adresse à un grand nombre d'acteurs politiques à travers l'Europe et dont une grande part nous échappe encore largement du fait de leur dispersion. C'est donc peu dire que Rousset passe ses journées dans son cabinet à lire et à écrire. Pourtant, ce n'est pas pour cette activité infatigable de professionnel de l'information politique que l'historiographie a retenu son nom. Lorsqu'il est qualifié de journaliste, ce n'est que par une sorte de commodité référentielle, qui par ailleurs ne tient pas compte de l'indétermination du terme à l'époque. Ensuite, les historiens ne traitent que de ce qu'ils considèrent comme ses véritables apports historiques, ou pour le dire autrement, de ce qui explique sa présence dans leurs travaux. Ces travaux relèvent de 2 champs historiographiques, l'histoire de la diplomatie d'une part, l'histoire des Lumières radicales d'autre part. Rousset est en effet cité comme une référence incontournable dès qu'il est question de droits des gens et de négociations internationales au XVIIIe siècle pour ses compilations de traités et en particulier son supplément au corps universel diplomatique du droit des gens, qui, comme son nom l'indique, est une continuation, en l'occurrence du travail de Jean Dumont, à propos duquel on oblitère aussi qu'il fut également journaliste. Histoire de la diplomatie d'une part donc, histoire des Lumières radicales d'autre part, car Rousset apparaît aussi dans les travaux de Jonathan Israel, de Pierre-Yves Beaurepaire, tous deux s'appuyant essentiellement sur le travail de Margaret Jacob. Alors pourquoi cet intérêt du côté des Lumières radicales ?
Parce que dans les années 1710, qui sont aussi celles des débuts de Rousset dans la librairie, celui-ci participe non seulement à la fabrication de la première version imprimée de ce que l'on appelle le traité des trois imposteurs, grâce à la publication de La vie et l'esprit de Spinoza, mais aussi parce qu'il participe aux activités des Chevaliers de la Jubilation, une sorte de joyeuse compagnie qui annonce pour partie la franc-maçonnerie. Rousset est donc mobilisé dans cette historiographie en tant que co-auteur du plus célèbre écrit clandestin panthéiste du XVIIIe siècle et en tant que fondateur huguenot de la maçonnerie néerlandaise, puisque dans les années 1730-1740, il devient l'un des dirigeants les plus actifs des loges d'Amsterdam et de La Haye. Ces deux activités sont sans doute liées, ou pour le moins elles mettent en jeu les mêmes personnes, notamment des imprimeurs, qui ont sans doute facilité sa prise de plume, notamment dans les journaux. Pour Margaret Jacob, qui est la seule à avoir véritablement travaillé en profondeur le cas Rousset, je crois qu'on peut vraiment parler d'un cas Rousset, donc pour Margaret Jacob, cette cohérence idéologique se réalise de manière ultime par son engagement républicain dans la révolution orangiste des années 1740, donc aux Provinces-Unies, d'abord comme soutien à Guillaume IV, qui devient statutaire général en 1747, puis lorsque Rousset devient meneur de la frange radicale et démocratique des Doliston, frange radicale qui, en 1748, déborde le nouveau gouvernement de Guillaume IV, et Rousset participe à ce débordement. Vous le voyez, Rousset s'impose ainsi comme un représentant presque idéal des Lumières radicales, associant pratique d'écriture clandestine et journalistique, action politique et sociabilité emblématique du XVIIIe siècle, avec la franc-maçonnerie, mais aussi les académies, puisqu'en 1732, il devient membre de la Société royale de Berlin et en 1737 de l'Académie de Saint-Pétersbourg. Alors pour ma part, j'aimerais réintroduire sa pratique du journalisme dans cette lecture du personnage qui lui donne une cohérence par le contexte intellectuel. Pour le dire autrement, en m'appuyant sur l'historiographie existante, j'aimerais enfin questionner ce que fait Rousset lorsqu'il agit en tant qu'auteur politique, ce que fait un homme que l'on a rattaché aux Lumières radicales lorsqu'il agit en journaliste. Pour cela, je me propose de partir d'une correspondance que j'ai trouvée récemment à Genève, d'où le léger changement d'approche par rapport au résumé qui vous a été communiqué pour ceux qui ont eu un résumé. Alors, qu'en est-il de cette correspondance ? De mars 1736 à avril 1737, Rousset-Missy entretient une correspondance avec le Genevois Michel Léger, qui est pasteur et surtout l'un des initiateurs et des meneurs de la contestation bourgeoise à Genève durant la crise du tamponnement. Excusez-moi. Ces troubles très importants qui secouent la Petite République de mars 1734 à mai 1738. Très rapidement, le parti bourgeois, aussi appelé représentant, aspire à rendre ses attributions politiques à l'Assemblée de tous les bourgeois, le Conseil général. Celui-ci a en effet été mis sur la touche par un patriciat de plus en plus restreint qui, depuis la fin du XVIIe siècle, monopolise l'exercice du pouvoir au sein des conseils. C'est donc dans ce contexte très tendu localement, alors que la crise n'a pas encore été résolue, que Léger sollicite Rousset-Missy, pourtant installé à 1000 km, à Amsterdam. S'il signe de son seul nom, le pasteur Léger écrit en réalité pour son parti et se campe en acteur politique. Le motif initial et avoué de sa démarche d'écriture consiste en une demande de correction des erreurs faites par Rousset dans son récit des troubles genevois, dans le tome 10 de son recueil historique qui vient de paraître et qui est arrivé à Genève. Cependant, dès cette première lettre de Léger, celui-ci envisage une véritable collaboration qui excéderait la seule rédaction d'un errata au volume déjà publié. Rousset, qui lui répond très rapidement, ne s'y trompe pas. Non seulement il s'excuse de ses erreurs et propose immédiatement un texte à publier dans la Gazette d'Amsterdam pour annoncer les corrections à venir, mais surtout, Rousset accepte la proposition du pasteur de lui envoyer toutes les pièces et récits disponibles à Genève à propos des troubles. C'est que d'après Rousset, il est facile qu'on soit trompé dans des choses qui se passent si loin de nous, surtout lorsque deux partis opposés tâchent par des narrations contraires de mettre le droit de leur côté. Il faudrait avoir été sur les lieux et y avoir été dans une situation neutre pour être au fait et saisir la vérité. Quant à moi, j'ai prêché de bonne foi,
Mais la chose n'est pas sans remède avec le secours généreux que vous voulez bien m'offrir. Dès la seconde lettre du pasteur, les correspondants tombent donc d'accord. Ils vont publier non un simple errata, mais un nouvel ouvrage autonome sur les troubles genevois. Alors je ne peux détailler ici les différentes étapes de ce qui va suivre cette lettre, de ce que j'analyse comme une négociation entre deux acteurs issus de mondes sociaux et de pays différents, dans le but de rendre possible l'expression d'une communication politique du Parti des représentants. Par l'entremise des 17 lettres qui composent cette correspondance, on mesure en réalité comment et sous quels facteurs évolue l'action médiatique de l'opposition genevoise dans le contexte de censure locale et dans la configuration médiatique européenne. Par leur échange épistolaire, le pasteur et le journaliste impulsent des opérations médiatiques qui ont pour but avoué de rétablir la vérité sur ce qui se passe à Genève. Nous verrons ensuite les effets réels de ces choix médiatiques. L'action médiatique, née d'interventions transnationales, effectuée en Hollande grâce à des matériaux venus de Genève, présente une portée internationale, mais aussi très fortement locale, car c'est d'abord aux Genevois que sont destinés les écrits publiés par Rousset. Sans entrer dans le détail, les médias ici mobilisés sont nombreux et variés. Journaux savants et politiques, lettres publiées manuscrites en feuilles volantes ou dans un périodique, ouvrages historiques annuels, ouvrages ou brochures polémiques. Alors qu'apporte l'analyse de cette correspondance pour les questions que nous nous posons aujourd'hui ? Tout d'abord, elle nous apporte un indice de la réputation de Rousset dans le monde francophone et au regard de cette réputation, de ce que l'on est en droit d'attendre d'un journaliste lorsqu'on le sollicite, et en particulier de Rousset. En fournissant les pièces et jusqu'à l'ordre dans lesquels il faut les publier, le pasteur Léger cherche à publiciser la cause représentante en ayant cette fois la main sur les documents diffusés. Il s'agit pour le Parti des représentants de saisir l'opportunité de devenir acteur de la production de sens et d'interprétation des événements politiques genevois. L'occasion est d'autant plus importante que les bourgeois genevois peinent à contrôler la communication sur leurs actions politiques. La censure est réelle à Genève et aux mains de leurs ennemis, qui sont au pouvoir, tandis qu'à l'étranger, notamment en Hollande, les récits sont à leurs yeux mal renseignés lorsqu'ils ne sont pas carrément malveillants ou calomnieux. De fait, les positions de leurs adversaires l'emportent le plus souvent, faisant des bourgeois genevois des séditieux, servant leurs intérêts particuliers. Si les bourgeois sont certes à l'origine de nombreuses pièces politiques publiées sous forme de feuilles volantes à Genève même, le récit continu, la narration historique et interprétative leur échappent largement. Et c'est cela qu'il s'agit de prendre en main grâce à la caution que représente Rousset-de-Missy. Auteur politique dont les livres sont diffusés à travers l'Europe francophone, membre de l'Académie de Berlin, comme Léger le précise consciencieusement sur chacune de ses enveloppes, Rousset bénéficie d'une réputation internationale. On peut en voir une illustration dans le fait, et une parmi tout un tas d'autres, dans le fait qu'à partir de 1733, son nom et son titre d'académicien apparaissent sur la page de titre du Mercure historique, jusqu'alors publié anonymement depuis 1686. Et quand ce ne sera plus lui le rédacteur, le nom de l'auteur disparaît. Du point de vue des représentants, Rousset présente aussi la grande qualité de ne pas être impliqué dans les événements, contrairement à tous les autres producteurs d'écrits issus de leur parti. Il pourrait ainsi incarner cette neutralité à laquelle lui-même faisait allusion dans sa première lettre. De manière plus pragmatique, le journaliste représente aussi un accès direct et privilégié au secteur de l'édition française en Hollande, tant du point de vue des imprimeurs et des journalistes que des diffuseurs et des marchés, et Léger va l'utiliser de tout un tas de manières. Ainsi, avant même d'avoir reçu les pièces de Léger, Rousset a déjà trouvé un imprimeur intéressé par l'ouvrage qu'ils sont en train de négocier tous les deux. Léger espère même profiter de ce qu'il pense être l'insertion dans la communauté wallonne en Hollande de Rousset, puisqu'il lui demande de transmettre toutes ces pièces aux pasteurs et aux anciens du synode. En bref, depuis Genève, Rousset est vu comme un possible relais ou un porte-voix des intérêts bourgeois. Les lettres de Léger sont ainsi remplies de requêtes et d'indications sur ce qu'il conviendrait de faire. Dans une sorte de réciprocité entendue, le pasteur fait valoir explicitement et à plusieurs reprises les bénéfices que le journaliste pourra y gagner,
en particulier par la publication de leur ouvrage commun. Vous avez ici 2 citations qui le montrent très bien. Rousset gagnera ainsi un livre supplémentaire à vendre qui donnerait du profit, comme dit Léger, notamment en élargissant son public à des lecteurs d'ordinaire éloignés, en particulier tous les bourgeois et les citoyens de Genève qui achèteraient sans y manquer son ouvrage. Dans les lettres de Léger, Rousset apparaît ainsi comme un véritable professionnel de l'écriture, au sens où il en vit, on parle d'argent derrière, mais aussi au sens où il occupe une place de choix au sein de ce milieu. Rousset lui-même, dans ses réponses, construit cette posture. D'une part, il se campe en auteur qui souhaite toujours être plus et mieux informé. Et d'autre part, il propose ses talents. Il montre notamment savoir à qui il s'adresse. Il montre savoir s'adresser à un protagoniste de premier plan, un protagoniste politique de premier plan, mu par ses propres objectifs à satisfaire. Ainsi, dès l'ouverture de sa première lettre, écrite dans un délai de 15 jours, Rousset promet de ne pas balancer un moment à se conformer à tout ce qui pourra faire plaisir à la bourgeoisie de Genève. Plus loin, se précise ce qui aurait pu être considéré comme une simple formule de politesse en tête de lettre, puisque Rousset écrit « Faites-moi la grâce, monsieur, de me faire tenir la suite de la relation prise du commencement d'août et toutes les autres pièces qui peuvent intéresser le public, et vous verrez si je sais en faire usage. » La formule finale sans la promesse, ou tout au moins la proposition. Fort de sa réputation qui l'a précédé, Rousset propose ses services à Léger, ce qu'il appelle plus loin ses dispositions accommodantes. Il renvoie ainsi à sa capacité à diffuser des pièces à travers l'Europe, sous sa garantie et dans des délais très courts. Néanmoins, dans le même temps, Rousset défend une posture d'auteur, identique à celle qu'il tient dans ses ouvrages journalistiques ou d'histoire du temps présent. Ainsi, dans ses réponses, il insiste sur la dimension polémique des événements genevois, pour aussitôt s'en distancer, afin de souligner sa neutralité et son objectif de vérité. Au fil des lettres, on comprend en fait que Rousset refuse catégoriquement d'être seulement un éditeur de pièces et d'être manipulé par Léger et ses partisans. On peut en voir une illustration explicite lorsqu'il remercie le pasteur pour l'envoi des pièces qu'il a enfin reçues. Je vous lis cette citation. « J'ai reçu ces jours-ci le paquet avec les pièces que vous m'annoncez dans votre lettre du 11 et dont je vous suis très obligé. Mais puisque vous preniez cette peine, il aurait été à souhaiter pour moi que vous y eussiez ajouté les pièces du parti opposé, c'est-à-dire des magistrats, comme la réponse des commissaires nommés pour examiner les représentations, les mémoires de messieurs Lefort, Chouet, Tremblay, etc. J'aurais aussi voulu voir les 2 fameuses lettres anonymes de 1718. Enfin, le pour et le contre. Alors, on est en état de juger, et je vous avoue que cela m'aurait fait un sensible plaisir. » En listant les écrits nombreux qui lui semblent manquer dans le paquet, notamment ceux du parti favorable au Conseil, ou la pièce de 1718, soit 20 ans plus tôt, Rousset signale non seulement à son correspondant son expertise, inscrite dans le temps long de la crise, mais aussi les critères à ses yeux nécessaires pour être en état de juger. Tel est l'objectif qui, selon ses dires, le guide dans sa quête d'information pour lui-même et pour ses lecteurs. Dans le tome 11 de son recueil historique, donc le tome suivant, lorsqu'il exploite, évidemment sans le dire, les documents envoyés par Léger, il insiste sur sa neutralité et sur son rôle de simple médiateur. Il dit ça tout le long. Informé grâce aux pièces des 2 parties, le public sera en mesure de juger, là où lui-même ne peut et ne veut trancher. Dans tous les cas, il refuse de publier un ouvrage qui serait un monument à la cause représentante, ce qu'espère en réalité Léger. Alors finalement, que nous permet de comprendre cette correspondance ? Il me semble que cette correspondance permet de saisir comment, au-delà des frontières, ces 2 protagonistes sont en réalité interdépendants l'un de l'autre pour parvenir à leurs objectifs propres et comment ils souhaiteraient pouvoir se passer l'un de l'autre. Léger et les représentants qui souhaitent assurer la communication de leur parti utilisent Rousset pour publiciser en leur faveur les enjeux de la crise que traverse la ville. Plus encore que ses ouvrages, ce sont sa réputation, son réseau, son public fidèle grâce à la périodicité de ses ouvrages, qui donnent une valeur à son service de plume. On pourrait presque dire que Rousset en devient lui-même le médium. Grâce à l'intérêt qu'il leur a accordé, le Parti des représentants acquiert ainsi une audience internationale, gagne une position politique et devient objet de discussion et même de polémique, mais je n'ai pas le temps.
Bien loin du reportage journalistique tel qu'on peut le concevoir aujourd'hui, les ouvrages de Rousset s'apparentent ainsi davantage à un support de communication grâce à sa collecte de pièces envoyées par les acteurs politiques eux-mêmes. Interdépendance aussi, car de son côté, Rousset est contraint de s'appuyer sur les acteurs politiques pour s'informer, a fortiori quand il est loin. Il le dit lui-même, et comme beaucoup de journalistes, c'est un exercice périlleux et difficile. Il doit donc nouer et entretenir des liens avec les politiques pour alimenter sa pratique d'écriture et la faire résonner au plus près des événements. Alors même qu'il ne s'agit pas d'un périodique, la publication de son recueil historique présente des enjeux absolument similaires à ceux que rencontre la presse. Respect d'un agenda de publication, qui est évoqué par Léger, souci de coller à l'actualité et son revers de l'information déjà périmée au moment où elle est en train de s'écrire, nécessité de remplir un format éditorial. On comprend mieux dès lors comment un journaliste comme Rousset constitue en réalité un support de communication prestigieux pour tous ceux qui sont en position d'en bénéficier. En position parce qu'ils détiennent le pouvoir, parce qu'ils sollicitent Rousset et ont su susciter son intérêt, parce qu'ils contribuent à l'histoire et qu'à ce titre, Rousset entreprend de faire le récit de leurs événements. Rousset apparaît ainsi comme celui par qui un statut politique de l'événement, et dans le cas présent du parti, peut advenir à l'international. Alors cette interprétation me semble mériter d'être rapprochée de ce que lui-même appelle son caméléonisme, expression qu'il emploie dans une lettre à son ami Prosper Marchand, chevalier de la Jubilation, dans une lettre strictement concomitante de sa correspondante avec Léger. Je ne vais pas vous la lire en entier, mais très rapidement pour que vous compreniez de quoi il s'agit, je ne peux pas résumer, je pense. Donc il s'adresse à son ami. Quant à mon caméléonisme, n'en soyez pas étonnés, je suis bien payé pour cela. Et si le pape était assez honnête homme pour me faire cardinal in partibus avec 20 000 scudi de revenus, croyez-moi, je le trouverais très louable, qui vult decipi decipiantur. C'est ma devise depuis que je suis convaincu de la sottise des hommes à cet égard. Schurlier, qui est donc l'imprimeur du Mercure historique, Schurlier ne veut pas que je dise rien contre la France. L'empereur et la Saxe me payent pour parler bien d'eux. Que voulez-vous que je fasse ? Je me contente de ne pas dire toutes les vérités. Autrement, vous m'auriez vu fulminer contre Zinzendorf, auteur de la guerre, j'aurais mis dans son jour l'avidité et l'ambition de la reine d'Espagne, j'aurais montré la perfidie, j'aurais remarqué, etc., etc. J'en viens à la fin de la citation. Mais on me rabat sans cesse aux oreilles, toutes vérités ne sont pas bonnes à dire. Vous voyez que je suis au fait, mais est bien sot qui se laisse bouillir le sang 1 minute pour les sottises du prince. Autrefois j'avais cette marotte, mais je m'en suis guéri et je vis de leurs fautes. Voilà une Bible. Si l'on est ici bien loin de la cohérence intellectuelle qu'on voudrait accorder à sa trajectoire et à ses choix, il me semble que la correspondance Léger-Rousset permet de réfléchir à ce qu'il nomme le caméléonisme de sa pratique d'écriture politique. Rousset publie les pièces de Léger, mais il n'est pas à son service. Il n'est pas non plus au service de l'empereur ou de la Saxe, même s'il tire des bénéfices, peut-être même sonnants et trébuchants, à bien parler d'eux, comme il l'écrit. Il n'a pas de maître, puisqu'il n'en a pas qu'un seul. Si bien que son action, son rôle, sont ailleurs. Il ne dit pas en effet toutes les vérités, mais publie tout ce qui concerne ceux qui font l'histoire, qui écrivent les événements. D'ailleurs, lorsqu'il estime que les affaires de Genève ne sont plus politiques, au sens fort de ce qui concerne la vie de la cité, il s'en désintéresse, littéralement, puisque son récit des troubles genevois dans le tome 11 de son recueil se termine sur son regret. C'est pas ça. C'est ça. Se termine sur son regret de voir les démêlés particuliers prendre le pas sur la querelle publique, si bien, je le cite, qu'il laisse volontiers à un autre le soin de recueillir toutes les pièces, les actes, les mémoires, etc., qui ont paru à l'occasion de ces troubles et d'en dresser une relation impartiale et bien circonstanciée. Au revoir Léger, c'est terminé. Alors, grâce à cette correspondance, on observe un Rousset journaliste qui assume une fonction de plateforme de publication, un rôle d'interface entre les pouvoirs et le public des lecteurs. Alors on pourrait penser que ce cas genevois est un apax dans sa trajectoire. Cependant, la vente de ces papiers, 3 ans après sa mort, en 1765, par le libraire Néolme, laisse à penser qu'il n'en est rien. Car non seulement le premier paquet mis en vente contient toutes les pièces genevoises envoyées par Léger, mais les 43 lots qui suivent sont composés de pièces manuscrites inédites ou copiées, qui ont absolument tout trait aux affaires politiques en cours et qui, la plupart du temps, entretiennent un lien avec l'un ou l'autre de ces ouvrages ou de ces centres d'intérêt, et vous en avez ici seulement 2 exemples.
Alors si ni les provenances ni les auteurs ne sont précisés dans ce catalogue, le cas léger invite à penser que Rousset se les ait procurés selon des modalités et à des fins assez similaires. Cette liste énumérée sur 16 pages propose une radiographie de la géographie de l'action d'écriture de Rousset, de cette position de plateforme de publication. Cette conclusion pourrait être étayée de diverses manières, et je terminerai là-dessus sur un cas qui est saisissable à partir d'archives russes qui résonnent tout particulièrement avec cette affaire genevoise. Voilà comment, 8 ans après sa correspondance avec Léger, Rousset se présente au chancelier d'Élisabeth Ier. « Votre Excellence sait quelles sont mes occupations. Le Mercure historique, l'épilogueur, le recueil historique d'actes et négociations, dont le volume 18 est sous presse, sont des ouvrages dans lesquels je puis faire entrer les oukases, déclarations, mémoires, récrits que la Cour croit devoir répandre indirectement dans le public. Comme dans le Mercure historique, je puis donner le démenti aux fausses nouvelles publiées par les gazetiers. » Sans surprise, Rousset met ici en avant ses pratiques de journaliste, en citant ses journaux les plus célèbres et les plus diffusés, mais aussi ce drôle d'ouvrage périodique d'actualité qu'est le recueil historique dans lequel il publiait les pièces de Léger. Rousset propose ici, en réalité, exactement les mêmes services que ceux qu'il a rendus au Parti des représentants genevois. Et le contact a commencé exactement de la même manière, par une mise en cause des nouvelles transmises par Rousset. Les Russes se plaignent. Cependant, dans ce cas, le reproche est bien plus dangereux pour le journaliste, puisqu'il est énoncé par un gouvernement qui exige des explications et menace le journaliste. D'ailleurs, Rousset se justifie et s'excuse immédiatement auprès du secrétaire de l'ambassade à La Haye lorsqu'il est interrogé. Et là où ça devient intéressant, c'est qu'1 an plus tard, le ton est tout autre. Rousset reçoit d'Élisabeth 100 monnaies d'or pour la, je cite, « vénération et la bienveillance » dont il a fait preuve dans son épilogueur et dans ses feuilles. Mais il reçoit aussi cet argent avec l'espoir qu'à l'avenir, il démentira ce qui paraît contre l'impératrice dans les gazettes de Hollande. C'est moins de 10 jours après avoir reçu cette gratification et cette lettre qu'il rédige son offre au chancelier. Les services qu'il propose au chancelier sont doubles. Répandre les décisions du gouvernement russe indirectement, entendez, sans que son implication transparaisse, et démentir dans le Mercure les nouvelles défavorables au gouvernement de l'impératrice. Alors ainsi apparaît de nouveau l'interdépendance entre les milieux des médias qui ont besoin d'accéder à l'information et les acteurs politiques, au pouvoir ou non, qui souhaitent communiquer. Pour les deux types d'acteurs, le destinataire est le public. Un public à la fois local et international, évidemment intéressé et politisé, dont on craint les réactions et que l'on cherche à convaincre, aussi bien depuis la Russie que depuis Genève, et toujours en passant par l'espace de publication que représente Rousset en Hollande. Il y a là, il me semble, l'une des modalités essentielles de l'élaboration d'une sphère publique, d'un espace de discussion et de polémique politique, dans lequel la presse et les pouvoirs entretiennent des relations complexes et ambiguës que l'on ne saurait réduire exclusivement à des pratiques de propagande ou de combat idéologique. L'entreprise est d'ailleurs dangereuse et incertaine pour tous les participants. Rousset est emprisonné à 3 reprises et contraint à l'exil en 1749. Léger et le Parti des représentants n'ont toujours pas à ce jour leur historien, à croire que leur réputation de particulier séditieux l'a emporté. Et le gouvernement orangiste, qui pendant la Révolution de 1747 avait nommé Rousset historiographe et conseiller extraordinaire, ce gouvernement orangiste se voit trahi par lui lorsqu'en 1749, Rousset rejoint la contestation démocratique des Dolistone. Alors cependant, l'existence, voire l'utilité de cette plateforme de publication paraît bien réelle, puisqu'à la mort de Rousset, en 1762, sa fille et son secrétaire se disputent son carnet d'adresses et sa succession dans l'écriture. Succession sur laquelle lorgnait déjà en 1749, vous voyez bien avant sa mort, un certain Laurent Zillot, nouvelliste, copiste et correspondant de Rousset à La Haye, qui entendait bien prendre sa suite. Merci à tous.